Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous, surtout avec les autorités communales, parce que si on va parler d'une mutation énergétique, je préfère ce terme à transition, c'est par les communes et les cantons que ça doit se passer. Si on veut parler énergie, il est très important de faire ceci sur la base de chiffres. Sinon, on patine un peu au-dessus de la glace, donc cette présentation aura un certain nombre de chiffres qui sont inclus. Alors, première, je crois qu'il faut partir un peu au niveau global. Donc, la première partie, c'est bien sûr les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, mis en place en 2015 pour 2030. Je crois que vous les connaissez, il y en a 17 en tout, il y a 160 objectifs très spécifiques. Ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est la numéro 6 et la numéro 7 dans cette slide-là. Et on voit notamment sur l'objectif numéro 6, je crois qu'il est utile de se garder dans l'esprit que 2 milliards d'habitants sur cette Terre n'ont toujours pas accès à une eau propre et sûre. 2 milliards. Il y a 3,6 milliards de personnes sur cette Terre, à peu près la moitié, qui n'ont pas accès à une sanitation qui soit adéquate et à des services sanitaires qui sont adéquats. C'est une des plus grandes causes de mortalité de par le monde. Et l'objectif numéro 7, il y a 1 milliard d'habitants sur cette Terre qui n'ont toujours pas accès à une énergie abordable, sûre et abondante. Ça pose un peu, je crois, le cadre général. Alors, je voudrais vous montrer rapidement 2 slides qui, je crois, résument un peu la situation au niveau mondial, ce qui montre d'une part que les défis énergétiques, donc le climat, se jouent hors des pays industrialisés, et deuxièmement que l'Afrique reste largement le continent oublié. Alors voilà la consommation d'énergie totale de par le monde. 1973, c'est les premières statistiques de l'Agence internationale pour l'énergie. Et on voit qu'entre 1973 et 2019, qui était la dernière année réellement représentative pour laquelle on a des chiffres, ça a plus que doublé. Et on voit que la proportion d'électricité a augmenté, bravo. Pour le gaz naturel, c'est la même chose. On a un peu diminué le pétrole, bien. On a un peu diminué le charbon en proportion, mais je vous rappelle que le total a plus que doublé. Donc, les fossiles, réduction de l'importance, bravo. L'électricité, augmentation, bravo. Ça veut dire qu'on progresse, on ne fait pas rien, mais le problème, c'est qu'on fait les choses beaucoup trop lentement à l'heure actuelle. Et donc, l'autre constatation, c'est que nous allons vers un monde électrique et il faut s'en réjouir. Alors voilà la même statistique, mais cette fois-ci par région. Et on voit qu'en 1973, les pays industrialisés représentaient plus de 60% de la consommation totale. Aujourd'hui, on est à moins de 40%. Dans les pays de l'OCDE, ça a augmenté d'à peu près 30%. Hors de l'OCDE, ça a été multiplié par 3,4. La consommation moyenne par habitant a un peu augmenté, mais peu, parce qu'en même temps, la population a explosé. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe dans l'OCDE, on a un petit peu amélioré les choses. La sobriété, qui est chère à M. Brunier, a un peu joué, puisqu'on a un tout petit peu diminué, mais on reste quand même, il faut rester modeste, on reste à plus du double de la moyenne mondiale. La Chine a été multipliée par 5,6 et leur consommation par tête d'habitants a été multipliée par presque 3. Aujourd'hui, la Chine n'est plus un pays en voie d'émergence au point de vue énergétique puisque leur consommation moyenne par tête d'habitants dépasse la moyenne mondiale. Par contre, ce qui est grave, c'est qu'au point de vue Afrique, ça n'a quasiment pas changé. Donc la consommation moyenne par tête d'habitant en Afrique est 1/6 de la consommation dans les pays industrialisés et un tiers à peu près dans les pays en moyenne mondiale. Et je vous rappelle que la population de l'Afrique va plus que doubler jusqu'à l'an 2050. Ça veut dire que l'injection d'énergie en Afrique doit probablement être multipliée par un chiffre de l'ordre de 6 à 8 par rapport à ce que c'est maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous incombe à nous devons nous-mêmes de faire en sorte qu'on adresse ce problème-là, parce qu'on ne va jamais adresser les problèmes d'immigration si on n'adresse pas les problèmes locaux en Afrique, là-bas. Je crois que ce n'est pas une question de charité, c'est une question de notre intérêt propre. Je voudrais parler rapidement de l'évolution des systèmes énergétiques. Alors, première constatation, c'est qu'avec la pénétration des énergies renouvelables, c'était mentionné au départ, on va devoir avoir besoin de beaucoup plus de stockage qu'avant. Ça, c'est un des grands défis qui sont les nôtres. Donc voilà le système tel qu'il existe aujourd'hui à peu près, avec bien sûr à gauche beaucoup de pénétration des énergies renouvelables. On voit en haut les besoins de stockage d'énergie électrique. Je vous rappelle qu'on ne peut pas stocker de l'électricité en tant que telle. Il faut passer par un passage intermédiaire. Et on voit bien sûr des transitions par l'intermédiaire des transports, de l'industrie et des bâtiments. Beaucoup de chaleur, de chauffage à distance et de froid à distance. Genève est leader dans le sujet-là.
Et donc ça, c'est à peu près le système tel qu'on l'a aujourd'hui, assez largement dans les pays industrialisés. Alors la grande transition qui est devant nous, c'est celle-ci, c'est l'adjonction de l'hydrogène, qui va avoir un impact énorme, et l'hydrogène ici est en vert, puisque l'hydrogène doit être fait par l'électrolyse à partir d'électricité bas carbone, et ça aura un impact énorme. Et en bleu, sur ce transparent, tout ce qui est en bleu, ce sont les différentes conversions d'un vecteur à l'autre. Alors la conclusion de ceci, c'est que ce système peut et doit devenir nettement plus bas carbone, parce que c'est ça le vrai défi. Par contre, son intensité énergétique va augmenter. Donc on sera plus intense au point de vue énergie, mais nettement plus bas carbone. Alors vous allez regarder cette usine à gaz en disant on n'y arrivera jamais. Ben si, parce qu'aujourd'hui, toutes ces technologies qui sont là, vous pouvez aller les acheter quasiment catalogue par les grands fournisseurs. Vous pouvez aller chez Siemens, ABB, General Electric et même les Chinois également. Ceci existe aujourd'hui. Ce qui manque pour l'instant, c'est notre volonté nous-mêmes de faire ce qu'il faut pour implanter ces différentes technologies. Je rappelle aussi, au point de vue Afrique, parce que ça va jouer un rôle également, vous ne pouvez pas aller aujourd'hui plaider la sobriété en africain. Donc cette transition-là doit se passer de par le monde et bien sûr réellement dans les pays en voie d'émergence. Heureusement, il y a des sociétés ici en Suisse qui font le nécessaire pour faire des démonstrateurs. Ça, c'est un démonstrateur qui a été inauguré le mois passé par Gaznat et qui a toutes ces transitions qui sont implantées dans un petit démonstrateur qui part des énergies renouvelables. Et je crois que c'est un bel exemple de ce qu'il faut faire. L'autre exemple que j'ai pour vous, c'est également ceci se passe dans le canton de Vaud, où on est en train de recycler notamment tous les déchets agricoles, il y en a beaucoup, et les déchets communaux. Et on arrive à faire avec ceci, par différentes transformations, de l'électricité qu'on peut réinjecter sur le réseau, de la chaleur qu'on peut injecter sur les réseaux, et également faire des fertilisants que les paysans peuvent reprendre. Ce genre de démonstrateur est absolument crucial si on veut aller de l'avant, et je sais qu'à Genève, on fait également ce genre de démonstrateur. Alors, l'autre aspect que je crois absolument crucial, c'est la résilience et le réalignement de notre approvisionnement de gaz naturel. Alors voilà la situation telle que s'est présentée pour l'hiver 2022-23, avec une assez forte diminution de la consommation, mais par le fait que le climat de l'hiver a été relativement doux. Et avec, on voit à droite, une transition très forte de gaz naturel de Russie qui a énormément augmenté, non seulement parce que les pipelines ont été diminués et celui, bien sûr, de Nord Stream a été sujet à un attentat, avec un énorme accroissement des gaz naturels liquéfiés qui vient de gauche, surtout des États-Unis, on y reviendra, un plus grand apport de la Norvège depuis le nord et de l'Algérie depuis le sud. Et ce réalignement-là est probablement définitif. Et vous savez que M. Rushdie a fait récemment un message très encourageant. Il vaut mieux être encourageant quand on est à quelques semaines d'une élection. Mais il faut espérer pour M. Rushdie qu'effectivement l'hiver sera aussi clément, l'hiver qui vient, que celui de par le passé, car vous voyez sur ce transparent-là que dès que les températures baissent, nos consommations de gaz augmentent énormément. Et cette corrélation est extrêmement forte. Donc si effectivement on repart sur un hiver très froid, on aura des problèmes. Je ne sais pas si M. Rushdie a accès de pouvoir prédire déjà maintenant ou s'il a une influence sur la partie climatique de l'hiver, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est une question absolument cruciale que nous devons nous poser. Alors voilà l'évolution telle qu'elle a été dans notre approvisionnement de gaz. On voit en jaune en haut tout ce qui est gaz naturel liquéfié, qui a énormément monté, et en bleu foncé, c'est la Russie, avec une décroissance très forte, bien sûr, de la Russie, un apport qui est rouge de la Norvège, et notre production domestique ici qui est restée relativement faible en bas en orange. Mais on voit tout à fait là la transition depuis la Russie vers les gaz liquéfiés. Et voilà en fait surtout l'approvisionnement de gaz liquéfié. On voit également là cet énorme accroissement. Et ce qui est important, c'est de savoir à peu près qu'aujourd'hui, les 3/4 de ce gaz liquéfié provient des États-Unis. Mais c'est du gaz, surtout le gaz de schiste. Donc là, il va falloir qu'on se pose la question, si on ne veut pas de gaz de schiste, on va avoir des problèmes sérieux. Ce transparent, je crois, le montre d'une façon tout à fait claire, et il montre également la diminution de l'impact de la Russie. Donc on va vers une transition depuis l'Est vers la Russie,
vers l'ouest par les États-Unis. Et on verra plus tard l'autre transition à laquelle on est allé, on est en train d'aller, c'est d'une dépendance de gaz et de pétrole russe vers une dépendance très forte future de panneaux solaires qui viennent de Chine. Donc ça, c'est la grosse transition qui est devant nous également. Pourquoi les États-Unis? Tout simplement parce que les États-Unis sont devenus aujourd'hui le plus grand producteur de gaz naturel au monde. Ils sont autosuffisants à l'heure actuelle, et donc un des gros exportateurs, beaucoup plus grand que la Russie et n'importe quel autre pays. Et ce qu'on voit ici sur ce slide, c'est pour l'Europe de nouveau qu'on espère qu'à l'horizon 2030, déjà une partie significative sera faite par des gaz, soit par du biogaz, ou par du biométhane, ou par de l'hydrogène bas carbone, et qu'on espère que cette proportion en 2050 atteindra 70%. Alors en Suisse, ça c'est les pronostics de l'Office fédéral de l'énergie, et on voit ici qu'on espère que 93% des gaz qu'on consommera en 2050 seront des gaz renouvelables, soit biométhane, soit ce qu'on appelle du power to gas. Et ça, c'est bien sûr ce qu'on espère faire, et ce qu'il faut faire, donc avec très peu de gaz naturel qui restera. Mais ceci a une conséquence, surtout pour vous qui êtes dans les administrations cantonales. Il vous appartient de faire en sorte de continuer de bien maintenir les réseaux de gaz, les infrastructures de gaz, de les bichonner, d'être gentil avec, de les développer, et surtout pas de les démonter, parce qu'ils vont jouer un rôle important pour des gaz renouvelables bas carbone, notamment biométhane, et ce qu'on appelle du power to gas. Un souci dans tout ceci, c'est indiscutablement cette carte-ci qui montre la situation en fin 2022. En rouge, c'est le volume total de stockage, qui n'est pas très intéressant, mais en vert, c'est la proportion que ce stockage représente par rapport à la consommation totale. Vous voyez qu'en France, c'est de l'ordre de 25%, en Allemagne, c'est de l'ordre de 20%, etc. Et au milieu de cette carte, vous voyez la Suisse avec un grand zéro. Il n'y a pas de stockage physique de gaz naturel sur sol suisse. Ça, c'est un vrai problème. Alors certes, Gaznat a signé un contrat avec Engie, mais qui est un contrat d'approvisionnement plus ou moins garanti, mais il n'y a pas de stockage de gaz naturel sur sol suisse. C'est un vrai défi pour nous. Et c'est pourquoi je crois qu'il est ultra important que nous développions ce genre de capacité ici. Gaznat, notamment, a des projets à ce niveau-là. Il faut que nous avancions dans ce domaine-là très vite, non seulement pour du gaz de synthèse, mais également pour l'hydrogène. Et ça, il faut le faire rapidement, en encourageant, en facilitant ce genre de choses. On sait aujourd'hui qu'il y a du gaz à l'autre côté du bout du lac Léman, à Noville. On a fait des tas d'explorations. On est à peu près sûr qu'il y a des réserves là-dessous qui sont énormes. Pour plusieurs années, même dizaines d'années, en tous les cas pour la Suisse romande et sinon pour la Suisse totale. Mais je vous rappelle qu'en décembre 2018, le Conseil d'État vaudois a approuvé l'interdiction de toute exploration et de toute utilisation de ce gaz naturel. Alors ceci pose une question qui est la mienne. Est-ce qu'il est réellement raisonnable qu'un seul canton puisse prendre une décision pareille qui est d'importance stratégique nationale? Alors je sais, c'est affreux ce que je suis en train de raconter, puisqu'en fait on est en train de mettre en question tout le fédéralisme. Et je reviendrai là-dessus, c'est de savoir à quel niveau il faut faire la planification énergétique. Est-ce que c'est au niveau canton ou est-ce que c'est au niveau national? Question ouverte. Alors venons-en quand même à la Suisse. Alors, j'espère jusqu'à présent vous avoir un peu convaincu que certes, le canton de Genève est vachement important, la Suisse encore plus, mais dans le contexte mondial, c'est relativement peu important. Ça ne nous exonère pas de faire ce qu'il faut pour être meilleur. Mais ce n'est pas nous qui allons sauver le monde. Première constatation qui est une grande interrogation, on a un énorme désamour dans ce pays pour les panneaux solaires thermiques. Je ne comprends pas pourquoi, comme vous voyez, c'est en train de diminuer. C'est extrêmement simple à installer pour faire le chauffage et l'eau chaude. Ça n'a aucun impact sur le système, ce qui n'est pas le cas pour le photovoltaïque. Et ça a un impact immédiat sur les consommations de fossiles. D'ailleurs, chez moi, j'ai des panneaux thermiques, mais pas des panneaux solaires, photovoltaïques. Alors voilà la consommation d'énergie totale en Suisse. Elles ont diminué. Bravo pour la Suisse. Ça a diminué d'ailleurs sur tous les secteurs. Formidable. Et ça a diminué de l'ordre de 10%. Donc on est bon à ce niveau-là. Et voilà, au point de vue tête d'habitant, ça a également beaucoup diminué. Ça a diminué parce que d'une part, le total a diminué, mais l'augmentation de la population en Suisse continue. Donc, il y a une diminution de 27% en 23 ans. Bravo pour nous, petits Suisses. Mais je ne crois pas, moi, qu'à part les réductions qui seront naturelles lorsqu'on va passer du fossile à l'électricité,
je ne crois pas qu'il y a beaucoup de sobriété à gagner à l'horizon 2030. Là, je suis sûr que M. Brunier ne sera pas d'accord avec moi, mais au moins ça ouvre la discussion. Je savais que nous aurions une discussion à ce niveau-là, donc si on est là, c'est pour provoquer un peu les gens. Voilà. Alors, ça, c'est la consommation d'électricité qui, elle, a augmenté. Et elle a augmenté surtout dans les ménages. Nous, ménages, on consomme beaucoup plus d'électricité parce qu'on fait beaucoup plus de trucs électroniques à l'heure actuelle qu'avant. On ne se cause plus, on regarde la télé et on est accroché devant ces petits écrans. Mais pour remplir les accords de Paris, nous, Suisses, nous devons massivement développer les pompes à chaleur, moins d'énergie totale, plus d'électricité, on doit avoir plus de bagnoles électriques. Je rappelle qu'en Suisse, on est quand même amoureux de porte-avions qui marchent au fossile. Et donc ça, il faut indiscutablement transformer. À Genève surtout, je suis passé devant les hôtels, on voit de ces bagnoles devant les hôtels ici à Genève, hallucinant. Et il faut qu'on verse vers les camions lourds et les bus, il faut passer à l'hydrogène, à l'électrolyse. Donc la consommation d'électricité, mesdames et messieurs, doit continuer d'augmenter. De nouveau, on n'est pas d'accord. Et voilà la production d'électricité qui, elle, a diminué. Mais ce qui est surtout important de voir ici, c'est qu'on voit que le pompage-turbinage représente aujourd'hui presque 9% du total, et les pertes également. Et l'autre aspect, c'est qu'on est passé d'export à import. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand même, l'année passée, 36% de l'électricité était produite par le nucléaire. La dernière centrale qui a été mise en route en Suisse, c'est 1984, il y a 40 ans, depuis on n'a rien fait. C'est une centrale nucléaire. Et en 2019, on a mis hors service une, c'est Mühleberg. Et donc, on a été importateur en 21-22, tout simplement parce que l'économie est repartie et Mühleberg n'était plus là. Et le solde importateur en 2021-22 était de 7,8 TWh, c'est-à-dire plus que 10% de la production. C'est pas rien, ça commence à devenir un peu inquiétant. Alors voilà la croissance du photovoltaïque, elle est énorme, ça il faut s'en réjouir, mais je vous rappelle que nous, petits Suisses, on vit assez au nord. Berne, c'est la même latitude que Montréal. Donc la production en été, en hiver est faible, et elle est surtout en été. Et donc, pour la première fois en 2022, la production photovoltaïque suisse a dépassé tout ce qui était Mühleberg. Donc on a pour finir compensé ceci, ce qui est bien, mais avec une puissance installée qui était de 4,7 TWh à moins de 0,1 TWh là. Donc il faut une puissance énorme installée pour remplacer la même production au point de vue nucléaire. Point de vue éolien, on est complètement ridicule avec nos 42 ventilateurs par rapport à tout le reste, par rapport aux autres. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais c'est beaucoup trop lent, donc ça coûte beaucoup trop cher de faire ça. Au point de vue hydraulique, il n'y a pas tellement de possibilités non plus. Je vous rappelle que Mme Somouroga a bien fait les choses. Elle a réuni une table ronde avec toutes les parties prenantes. Ils ont identifié 15 projets qui pourraient faire 2000 gigawattheures à l'horizon 2040. Mais je vous rappelle qu'on a déjà fermé Mühleberg qui en fait 3000 et on devra bientôt fermer Betz-Nohain et 2 qui fait 5700. Donc on ne va pas faire le remplacement du nucléaire uniquement par de l'hydraulique. Alors, voilà un peu la courbe de ce que ça donne en Suisse. La noire, c'est la courbe, et le bleu, c'est toute la production. Les gens de l'Ofen ont quand même un certain humour, puisque le nucléaire ici est jaune. Ça prouve que ces gens ont quand même un certain sens de l'humour. Mais on voit qu'on est devenu importateur pendant 5 mois, et beaucoup plus importateur qu'exportateur. Et donc, on va devenir vers un état de plus en plus critique. Ce que je voudrais rapidement regarder, c'est l'arrêt de la centrale de Mühleberg, donc on a arrêté en 2019. Et donc, les BKV annoncent en octobre 2013 qu'ils vont arrêter en 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dès 2014 qu'il fallait commencer à faire la planification pour cette sortie. Or, en fait, on aurait dû construire à ce moment-là des centrales à gaz à cycle combiné. À la place, ce que le Conseil fédéral a décidé, c'est la sortie du nucléaire, à la sortie de Fukushima, ce qui en soi n'était pas forcément une mauvaise idée. Par contre, ce qui était irresponsable, je dis ici irréfléchi, mais c'est celle-là que vous transmettrez, c'était de faire 600 sans plan B, et on en est toujours là à l'heure actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout à coup, en 2022, M. Parmelin a annoncé panique à bord, les femmes et les enfants d'abord, et donc il faut faire à ce moment-là un certain nombre d'installations de gaz extrêmement polluantes qu'on a fait,
Et ceci a mené à cette photo où vous voyez à gauche M. Reva, patron de l'Office fédéral de l'énergie, serrant la louche au monsieur qui est à droite, qui est le patron de General Electric Europe, pour louer ces centrales que vous voyez là, qui sont en fait des centrales de secours, pour lesquelles on a payé la coquette somme de 600 millions de francs suisses, pas pour les acheter, mais juste pour faire un leasing jusqu'en avril 2026. Mauvaise planification, mauvais résultats financiers. Alors maintenant, si on veut remplacer Betznau 1 et Betznau 2 à l'horizon 2030, elles auront 60 ans. Betznau 1 est la plus vieille centrale nucléaire au monde, et d'assez loin. Donc ça veut dire quoi? Donc, la priorité de l'approvisionnement ici en Suisse doit être l'hiver. Pas seulement l'année, c'est l'hiver même. Et si en 2030, on espère que les 2 grosses centrales nucléaires tourneront toujours, il faut être gentil avec et les bichonner, que la production hydraulique aura quand même monté d'1 TWh sur les 2 prévus en 2040, que les usines d'incinération seront toujours là, qu'on va continuer la progression des pompes à chaleur, qu'on va faire plus de bagnoles électriques, ce qu'il faut faire, ça veut dire que notre déficit en hiver sera 10 TWh. Je vous rappelle que la production totale du pays sur toute l'année, c'est 60. Donc c'est énorme comme défis qui sont devant nous. Alors, je vous rappelle que la Suisse a, c'est le titre un peu de mon exposé, a un contexte compliqué avec l'Europe, pour être gentil sur les termes. Alors l'Europe, par contre, elle se bouge très rapidement, et donc notamment ce projet de Fit for 55, ça veut dire que l'on veut diminuer en Union européenne 55% des gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Et on est en train d'y aller par un très large panoplie d'énormes projets qui sont déjà en route. C'est financé à hauteur de 670 milliards d'euros sur les 4 années qui viennent, dont une partie, et ça c'est tout neuf, par des obligations qui sont émises par l'Union européenne. C'est la première fois que l'Union européenne émet des obligations elle-même, pas pays par pays. Et à peu près 40% de ceci sera alloué à la transition énergétique. Mesdames et messieurs, l'Europe se bouge rapidement. Et enfin, ce que l'Europe est en train de faire, c'est d'établir une véritable espèce de frontière énergétique autour de l'Union européenne, par ce qu'on appelle un Border Control Mechanism, qui est assez compliqué. Mais je vous rappelle que nous, petits Suisses, on n'est pas là-dedans et on n'est pas prêt d'y être. Et ceci va surtout considérer les industries suivantes, qui sont le ciment, la métallurgie, l'aluminium, les fertiliseurs et l'électricité. Alors vous allez dire, il n'y a pas de souci, de toute façon, les Européens ne savent jamais se bouger, ça va durer un certain temps pour que ça se fasse. Et hélas, non, mesdames et messieurs, c'est pour la fin du mois. Donc à la fin du mois, les Européens vont mettre une espèce de frontière énergétique tarifaire autour d'eux, et nous serons, comme toujours, en train de regarder ceci par l'extérieur. Donc mes conclusions sont les suivantes. Je vous ai dit 25 minutes, on y est. Voilà. Et il y avait une énorme inquiétude de partout. Donc, les conclusions, c'est quoi? C'est que pour moi, la Suisse devra être autonome et en hiver et en été. En hiver, parce qu'on ne trouvera pas d'électricité à acheter, ou alors ça coûtera la peau des fesses. Et en été, on ne pourra pas l'exporter, parce que tous les pays seront désireux d'exporter. Et déjà aujourd'hui, les prix spot de l'électricité par moment en Europe sont négatifs. C'est-à-dire qu'on paye pour exporter de l'énergie. Donc il faudra qu'on soit autonome et en hiver et en été. Je vous rappelle que tous nos voisins investissent massivement là-dedans et tous nos voisins sont membres de l'Union européenne. Donc, un investissement massif et nous, comme toujours, on est en train de se tâter. Donc pour moi, une planification raisonnée au point de vue énergétique, d'une part, ne peut se passer qu'au niveau fédéral. J'espère que vous me payerez quand même à manger à la fin. Mais bien sûr en forte collaboration avec les cantons et les communes, mais ça ne peut se faire qu'au niveau fédéral, au point de vue master plan de ce qu'on est en train de faire. Et deuxièmement, bien sûr, on ne peut pas faire ceci sans une intégration forte au sein de l'Union européenne. Nous, petits Suisses, tout seuls au point de vue énergétique, on n'est tout simplement pas viable. Donc pour moi, le Graal de tous les défis, c'est la durabilité des décisions politiques. Mesdames et messieurs les administrateurs cantonaux et communaux, courage, c'est ça qu'il faut faire. Et en conclusion, beaucoup de ce que je viens de vous dire est dans ce bouquin que vous pouvez acheter auprès de EPFL Press. Ça contribuera à ma Ferrari. La commande n'est pas encore passée, mais ça l'encouragera. Merci à vous pour votre attention et je me réjouis de vos questions plus tard.